Il y a pas de Votirox à Agen, on me signale. Alors j'appelle Sanofi pour leur dire il en faut à Agen. Bonsoir. Bon, vous avez vu que vous êtes rentré en musique, donc c'était juste un petit clin d'œil pour Johnny Hallyday, notre star nationale, et une pensée aussi pour Jean d'Ormesson, écrivain académicien, deux personnages qui ont marqué notre époque. Bonjour, donc je vous souhaite la bienvenue. Je déclare ouverte notre réunion du conseil municipal du 7 décembre 2017. Alors, nous accueillons aujourd'hui un nouveau conseiller municipal suite au départ de Monsieur Ecaro. Donc, bienvenue à Monsieur Patrick Sol. Ah, Frédéric, vous voyez déjà une mauvaise information. Alors, Frédéric, peut-être vous pourriez dire un petit mot, vous présenter? Pas pourquoi il y a Patrick. Bon, très vite fait, donc je suis très heureux de vous rejoindre. Voilà, bon. Plaisir des Saint-Jeanais. Merci. Oh, bref. Donc, alors nous allons notre secrétaire. Alors, quel est le secrétaire de ce conseil? Virginie? Bon, alors Virginie Rielon est notre secrétaire, mais je te remercie. Donc, avant de commencer, je vais dire un petit mot. Donc, je retire de l'ordre du jour de notre réunion du conseil municipal les délibérations 10, 11 et 12, à savoir l'affaire numéro 10, c'est la mise en place du RICEP, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. L'affaire numéro 11, indexation du régime indemnitaire de la police municipale. Affaire numéro 12, mise en place et indemnisation des astreintes. En effet, le comité technique fixé le mercredi 6 décembre n'a pu se réunir faute de quorum. Ces délibérations nécessitent l'avis du comité technique pour être valablement présentées au conseil municipal. Les représentants du personnel du syndicat Sud n'ont pas souhaité participer au comité technique car demandant le retrait de la délibération sur la mise en place du RICEP. Un courrier comportant 66 signatures, mais sans alors les noms illisibles, il y en a peut-être une dizaine qui sont lisibles, mais bon, je l'ai prise quand même, m'a été remis à cette occasion, donc j'ai bien pris ce courrier. J'ai refusé ce retrait, car je n'accepte pas les positions portées par ce syndicat. Sud remet en cause non seulement la revalorisation des régimes indemnitaires que nous proposons, mais aussi la probité de la démarche qui a été menée. Le projet proposé prévoit une revalorisation de la plupart des régimes indemnitaires des agents titulaires et stagiaires de la mairie de Saint-Jean, 75% des agents concernés. Une revalorisation d'au moins 40 € bruts mensuels pour les agents qui perçoivent les plus petits régimes indemnitaires actuellement, 100 € par mois pour un temps plein. Une évolution possible du régime indemnitaire si les missions des agents évoluent et automatique en cas de changement de poste et de catégorie. Le maintien des régimes indemnitaires antérieurs des agents lorsque celui-ci est supérieur à celui fixé par le RICEP, mais sans possibilité de progression. Le maintien d'une indexation sur les absences liées à la maladie ordinaire, mais uniquement sur la part liée à la manière de servir est fixé à 285 € annuels. Le maintien de la prime de fin d'année à 815 €, tel que prévu par la délibération du conseil municipal du 4 février 1998, et une augmentation de l'enveloppe dédiée au régime indemnitaire de la commune de 80 000 € annuels. Ce projet est travaillé depuis plus d'1 an maintenant. Il devient urgent de mettre en place le RICEP car des primes perçues par les agents ont été supprimées par décret. De plus, le projet proposé répond à la demande exprimée par les agents lors de l'audit réalisé par le centre de gestion pour une égalité des régimes indemnitaires à poste égal. La CGT, d'ailleurs, approuve la proposition. Je voudrais souligner la position de son représentant qui, s'il admet qu'il n'est pas parfait, soutient ce projet qui va dans l'intérêt des agents, notamment avec la revalorisation des régimes indemnitaires. Convaincu avec l'ensemble de la majorité municipale de la pertinence du dispositif proposé, qui sera favorable à la très grande majorité des agents titulaires de la commune, j'ai décidé de convoquer un nouveau comité technique le lundi 18 décembre prochain, à 16 h. Le comité technique pourra valablement émettre un avis sans nécessité de quorum. Le projet de RICEP sera présenté à l'identique.
Je convoquerai également un conseil municipal le même jour, donc le 18 décembre, à 18h, pour délibérer sur les 3 délibérations retirées de notre ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Voilà, donc nous aurons notre conseil municipal le 18 décembre à 18h. Donc je vais passer à la lecture des pouvoirs. Alors, Monsieur Gérard Tamalet, absent du conseil municipal, donne le pouvoir à Madame Thérèse Vu. Madame Boulin-Céline donne le pouvoir à Madame Chantal Haraud. Madame Flores Catherine donne le pouvoir à Madame Leflas Christine. Voilà pour les pouvoirs. Donc nous allons pouvoir passer au premier point. Bon, approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 novembre 2017. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Décision prise par délégation. Donc à date du 9 novembre 2017, c'est l'acquisition, les livraisons et les installations de mobilier. Donc c'est un marché de services. Donc c'est pour le scolaire, pour les granges et pour les services administratifs. Donc là, il n'y a pas de vote. Alors, le point numéro 3, sécurité publique. Donc, affaire numéro 1, déploiement d'un dispositif de vidéoprotection urbaine. Vous saviez qu'on avait fait un conseil municipal qui a été présenté au conseil municipal lors de la séance à huis clos du 27 février 2017, visant à équiper la commune d'un système de vidéoprotection. Pour ce faire, la ville de Saint-Jean lançait un appel d'offres pour une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est le cabinet Vistit qui a été retenu. Ce dernier, qui s'est appuyé sur le diagnostic réalisé en 2016 par le référent sûreté du groupement de gendarmerie nationale de la Haute-Garonne, recommande l'implantation de 25 caméras de résolution différentes réparties à 23 endroits stratégiques du territoire communal, ainsi que la fourniture d'un centre serveur informatique et un enregistreur vidéo et d'un poste d'exploitation. Donc, parallèlement, Saint-Jean s'est associé au groupement de commandes de Toulouse Métropole pour la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un système de vidéoprotection. Donc, vous avez eu la délibération le 30 mars 2017. Le coût d'un tel système, dont le déploiement s'effectuera entre 2018 et 2020, est estimé à 180 800 € TTC. Afin d'amoindrir le montant de cet investissement, des dossiers de demande de subvention seront déposés auprès de la préfecture de la Haute-Garonne dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de déploiement d'un dispositif de vidéoprotection urbaine sur le territoire communal, de me permettre de déposer un dossier de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection auprès des services préfectoraux, de m'autoriser à solliciter les subventions nécessaires et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette opération. Bon, voilà, je pense que j'ai avoir tout dit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la vidéo? Juste une petite question. Est-ce qu'on a une idée du montant des subventions? Non. 30, je pense que ça ne sera pas plus de 30%. Hein. Oui. Voilà. De toute façon, on va le faire sur 2 exercices, parce que vous avez vu, c'est quand même c'est quand même un budget. Bon, mais je pense que c'est nécessaire. C'est vrai que la commune, par exemple, de voisine Montrabé a mis des caméras et c'est vrai qu'il y a quand même moins de soucis d'incivilité et tout. Bon, vous n'avez qu'à voir les murs de la commune, les targues. Les enfants, ils adorent les toits de nos bâtiments communaux. C'est vrai, je pense qu'ils doivent regarder de loin, ils doivent s'imaginer. Voilà. Bon, mais c'est vrai, je pense qu'avec les caméras, j'espère que ça va arrêter tout ça. Je ne sais pas. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même de bons résultats auprès de communes. Ils ont moins de dégradation. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes? Des abstentions. Alors 2 abstentions. 3. Ah oui, pardon, excusez-moi. Gérard Tamalet, Thérèse Vu et Philippe Cousy. Excusez-moi, les fins de soirée, c'est vrai que des fois, on est un peu fatigué. Donc, c'est bon pour toi, Isabelle? Alors, administration générale, affaire numéro 2, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif, exercice 2016. Donc, je vais donner la parole à Gérard Massat. Oui,
Bon, mes chers collègues, je ne vais pas vous lire le document qui fait le descriptif de toute l'année. Par contre, je vais vous donner les quelques chiffres qui concernent la commune de Saint-Jean. La population desservie est de 10 559 habitants. 3 938 abonnés sont desservis. Le prix du mètre cube est de 1,73 € du mètre cube. En assainissement, nous avons 3 684 abonnés. Le prix du mètre cube de 1,59 €. Et en assainissement individuel, nous avons 161 installations d'assainissement individuel. Par contre, je peux également vous donner les travaux qui ont été effectués cette année et qui sont en cours sur la commune. Nous venons de remplacer le collecteur des eaux usées chemin du bois de Saget, un travail qui a tenu pendant un an le quartier en ébullition, puisque ça a commencé en courant décembre de l'année dernière pour finir cette année. Nous avons remplacé une conduite qui était obsolète, c'est-à-dire trop petite par rapport aux effluents qui y passaient, par une conduite de 160 par une conduite de 300. Le coût de ces travaux s'est élevé à 1 million d'euros. Actuellement, nous sommes en train de refaire le réseau des eaux usées passage des Châtaigniers à l'Estang et également place des Bouleaux et passage des Acacias. Pour le passage des Châtaigniers, je n'ai pas le montant des travaux, mais pour le passage des Bouleaux et des Acacias, les travaux se montent à 75 500 €. Voilà, nous allons continuer les travaux de réfection du réseau de l'Estang en 3 tranches dans les années qui viennent, c'est-à-dire en 2018, 2019 et 2020. Et attendez-vous, les personnes qui habitent dans ce secteur, à avoir des travaux très importants dans votre lotissement. Voilà, je vous remercie. Donc c'est un rapport, il n'y a pas de vote. Donc affaire numéro 3, rapport d'activité 2016 du syndicat du bassin Herse Giroux. Gérard Massat. Oui, et il en est de même pour le syndicat de bassin Herse Giroux. Vous avez la possibilité de venir consulter le document à mairie. Par contre, je vais vous donner quand même les indications qui ont fait que nous sommes actuellement adhérents de ce syndicat. Jusqu'en 2011, la commune de Saint-Jean était membre du syndicat intercommunal de la Sauce avec les communes de Montrabé, Beaupuy, La Valette, Mondouzil et Saint-Jean. Le fonctionnement de ce syndicat s'est avéré très compliqué sur le plan financier par les travaux qui se sont avérés nécessaires, notamment sur le cours d'eau de la Sauce et sur la commune de Beaupuy en particulier. Une digue était à remplacer ou à restaurer pratiquement dans son intégralité. Et les 5 communes adhérentes à ce syndicat ne pouvaient pas faire face à cette dépense. Donc, l'adhésion au syndicat de l'ERS s'est avérée nécessaire, et ce qui a été fait en 2011, en décembre 2011. Depuis que nous avons intégré Toulouse Métropole, la loi GEMAPI met en opposition le syndicat de l'ERS Giroux pour la compétence GEMAPI, et Toulouse Métropole, qui les deux se disputent la compétence pour la loi GEMAPI. Donc cette compétence est en train de se traiter au sein en commission d'arbitrage au tribunal administratif, pardon. Et la préfecture devait aussi donner son mot là-dessus, et rien ne se passe pour l'instant. Donc nous sommes spectateurs pour l'instant et nous attendons les résultats de de ce litige. Merci Gérard. Donc là non plus, il n'y a pas de vote. Donc affaire numéro 4, modification au sein des commissions municipales. Donc par courrier, M. Philippe Caro, en date du 25 septembre 2017, Mme Martine Rudloff, en date du 27 septembre 2017, M. Gérard Lucas, en date du 29 septembre 2017, et Mme Marie-Josée Lille, en date du 19 octobre 2017, m'ont informé de leur décision de démissionner de leur mandat de conseiller municipal.
Leur décision implique le retrait des commissions communales dont ils étaient membres. De plus, les groupes d'opposition y a été réformé. Il est nécessaire de leur assurer une représentation dans chacune des commissions. Donc, vous m'avez envoyé des noms. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de procéder à des modifications au sein de ces commissions municipales afin de poursuivre les missions et les dossiers en cours. Donc, commission de travaux, Madame Leflat, en remplacement de Monsieur Ecaro. La commission sport, Madame Leflat, en remplacement de Monsieur Durandet. La commission culture, animation, vie locale, Madame Flores, en remplacement de Madame Mikhailov. La commission finances, Monsieur Durandet, en remplacement de Monsieur Ecaro. La commission urbanisme, Monsieur Sol, en remplacement de Monsieur Durandet. Commission éducation, Madame Flores, en remplacement de Madame Mikhailov. Je pense que c'est bon pour vous. Il y a une erreur? Et, Madame le maire, ce qui est marqué là est exact. Par contre, je vous avais également fourni par mail, le 12 octobre, une mise à jour des commissions consultatives. Ah. Et là, je ne la vois pas traitée. Alors, je ne sais pas si ça se traite en conseil municipal ou en dehors, mais je ne le vois pas traité. Ce sera lors d'une autre délibération. On fera une autre délibération pour ça, pour toutes les commissions en fait. Et on pourrait le passer le 18, ça sera passé ou pas? Non. Bon, on va voir. Ou alors en janvier. Parce que de toute façon, les commissions, il ne va pas y en avoir là maintenant. Donc en janvier, on fera toutes les commissions. D'accord. Donc le mail date du 12 octobre. J'ai envoyé à vous-même ainsi qu'à M. Berlureau. D'accord. Monsieur Courreau? Oui, il y a la commission d'accessibilité aussi. Vous étiez membre. Tout à fait. Ah, alors commission d'accessibilité. C'est M. Sol qui remplace M. Ecaro. Alors, donc, commission d'accessibilité. Oui, Monsieur Berlureau. Oui, alors une petite précision, ce sont des commissions qui nécessitent d'être redélibérées dans leur globalité, dans leur ensemble. Donc, que ce soit la commission d'appel d'offres, que ce soit la commission d'accessibilité, que ce soit la commission consultative, nécessite une délibération spécifique pour chacune de ces commissions. Donc, il y a des ajustements un peu plus importants peut-être à faire. C'est pour ça qu'on proposera une délibération dans un conseil municipal en début d'année. Problème, bien sûr, c'était surtout pour ne pas oublier de faire des convocations aux personnes concernées. Si vous avez un doute, d'ici cette délibération, vous m'envoyez un petit mail ou un coup de téléphone. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on fasse la délibération en mois de janvier, puisqu'en fait, il n'y aura pas de commission d'ici là. Hein. Bon, mais d'accord, on a noté, M. Sol, pour la commission accessibilité, Isabelle. Donc, nous allons passer au vote. S'il n'y a plus d'autres questions, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons au point 5, les finances. Affaire numéro 5, autorisation d'engager et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget. On donne la parole à M. Espy. C'est donc une décision que l'on vous propose tous les ans dans la mesure où nous votons le budget fin mars. Donc, ça permet d'assumer, de continuer d'assumer tous nos investissements sur le premier trimestre, dans la mesure où on peut aller dépenser jusqu'à un quart du budget donc, de l'année précédente. Voilà, donc c'est ce qui est fait tous les ans, et comme ça, nous ne bloquons pas le bon fonctionnement de la collectivité. Donc nous allons passer au vote. Des questions, donc. Des abstentions, des votes contre, donc c'est adopté à l'unanimité. Affaire numéro 6. Oui, je viens de le mettre là, oui, parce qu'on en avait. Affaire numéro 6, décision modificative numéro 3. Donc, il y a un exemplaire qui vous avait été remis sur la table parce qu'il y a eu un ajout du trésorier, à la demande du trésorier. Donc, je donne la parole à Bruno. Oui, donc deux principales décisions modificatives. La première qui concerne le Fonds national de péréquation de ressources communales et intercommunales. Vous avez vu que nous avions participé l'année dernière à hauteur de 60 675 € et il nous est demandé cette année 91 295. Donc vous avez vu que nous avions prévu une petite augmentation et nous avions prévu donc la somme de 70 000 €. En définitive, l'augmentation est de plus de 50%. Voilà, donc nous sommes obligés de passer une DM pour les 21 295 € qui nous manquent. Et vous savez, vous n'avez pas oublié qu'on a vendu des véhicules et pour passer les recettes
des prix de ces véhicules, des prix de vente, nous sommes obligés de passer une écriture dépenses investissement de la somme de 10 000 euros qui correspond à peu près au prix de vente que nous avons réalisé. Et de plus, après les deux dernières, ce sont des opérations d'ordre. Vous voyez que c'est les mêmes chapitres qui sont concernés. Pour le premier, le chapitre 042, pour le second, le chapitre 040. Et donc, c'est le trésorier qui nous a demandé de faire, de passer ces écritures d'ordre en dépenses 828 euros qu'on retrouve en recettes. Et même chose donc pour les pour 11 894 euros. Voilà en ce qui concerne la décision modificative. Donc, y a-t-il des questions? Monsieur Remarque, Desrandet. ces demandes, bien sûr, sont tout à fait légitimes dans cette proposition de délibération. Par contre, elles sont liées forcément à l'élaboration budgétaire de 2017. Et pour le rappel, nous ne l'avons pas voté, donc nous nous abstiendrons pour ce vote. Comme chaque fois. Comme régulièrement. Pour les finances. Donc, 5 abstentions, hein, c'est ça. Donc, Monsieur Durandé Philippe, Madame Mikhaïlov Marianne, Madame Flores Catherine, Madame Leflat Christine et Monsieur Patrick Sol. C'est Frédéric. Oh, mais pourquoi je vous appelle chaque fois? Je suis vraiment désolée. Hein. Ça viendra. C'est parce que j'ai recopié tout à l'heure. Frédéric. Oh, c'est joli aussi, Patrick. Hein. Oui, là, on vote sur. Alors, on va redemander le vote parce que vous abstenez aussi. Alors, je reprends. Donc, Monsieur Durandé Philippe, Madame Mikhaïlov Marianne, Madame Flores Catherine, Madame Leflat Christine, Monsieur Frédéric Sol, voilà, ils s'abstiennent. Monsieur Saulnier Pierre et Monsieur Chrisman Franck. Voilà, hein? Ils s'abstiennent aussi. C'est bon pour toi, Isabelle? Ça fait 7 abstentions. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 7 abstentions. Alors, affaire numéro 7, durée d'amortissement, Monsieur Esprit. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14 au Code général des collectivités territoriales, il convient de compléter la délibération du 28 février 2008 concernant la durée d'amortissement de biens de la collectivité avec la prochaine ouverture du nouveau bâtiment Les Granges pour l'achat d'un premier équipement en livres et DVD pour la médiathèque. Il est donc proposé au conseil municipal de confier à l'ordonnateur, en l'occurrence Madame le maire, le soin de déterminer la durée d'amortissement des biens suivants: immobilisation corporelle, livres, DVD, 1 an. Des questions? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 8, actualisation annuelle du montant de la participation au titre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement dans les écoles publiques. Donc, je ne sais pas si vous en avez aperçu, si vous avez fait des calculs, il y a une petite erreur. Monsieur Durandé, vous l'avez vu? Ah, quand même. Mais on l'a vu. Ah, bon, mais c'est bien. Donc, je voulais rien dire pour voir Madame Leflat. Bon. Ah, mais c'est très bien. Une médaille pour la Noël. Donc, alors, le total, enfin, bon, tu vas en parler. Bruno, je te donne la parole. C'est moi. C'est toi qui... Oui. C'est quoi, du coup? Parce que moi, je n'ai pas la bonne. Moi, j'ai l'ancienne. Attends, alors, la modification, excusez-moi. Ouais, donc, oui, c'est ça, tu as le bon. Oui, mais on reste sur le même total, d'accord. On l'a mis sur la table. Donc, effectivement, comme chaque année, donc, nous devons actualiser cette contribution. Il s'agit d'accueillir les enfants dans nos écoles, les enfants qui sont domiciliés hors commune, et en fonction d'une partie des dépenses de fonctionnement qui sont arrêtées par le dernier compte administratif. Donc, il est donc proposé ce soir de fixer cette contribution à 914,92 € pour l'année scolaire 2017-2018. À titre informatif, cette année, enfin pour l'année 2016-2017, nous avons accueilli 48 enfants qui n'habitaient pas Saint-Jean et qui ont financé le RIFSEP dans ces conditions. Le RICF, excusez-moi, pas le RIFSEP. Je suis obsédée par le RIFSEP, le RICF, donc pendant l'année 2016-2017. Très bien.
Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, non, sinon, combien par contre de petits Saint-Jeanais sont accueillis ailleurs? Alors, je n'ai pas pris les chiffres, mais on a un peu moins d'enfants, nous, qui sont accueillis sur les communes avoisinantes. Après, vu géographiquement, c'est surtout nous, on bénéficie de personnes qui habitent deuxième couronne, par exemple, ou alors ceux de Toulouse qui ont déménagé. Mais sinon, on a plus d'enfants qu'on accueille que d'enfants qu'on finance à l'extérieur. D'accord, merci. Donc, d'autres questions? Non, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ressources humaines, affaire numéro 9, recensement 2018 et recrutement d'agents recenseurs. Je donne la parole à Patricia Bru. Comme chaque année, depuis que la loi du 27 février 2002 est passée, depuis donc 2004, les modalités de recensement ont changé pour l'ensemble des communes françaises. Donc la commune de Saint-Jean, qui compte plus de 10 000 habitants, aura donc chaque année le recensement est fait sur 8% des logements de la commune. Elle réalisera donc un recensement par sondage qui aura lieu entre le 18 janvier et le 24 février 2018. Donc la nouvelle population légale de la collectivité entrera donc en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire 2019. Donc là, en janvier, on aura la population légale au 1er janvier 2018 de la population sur 2017. Donc chaque année, ça nous permet d'avoir un chiffre exact par rapport à ce qui se faisait avant tous les 5 ans. Donc il est donc proposé, il faut préciser, les charges liées à ces recrutements seront en partie compensées par une participation de l'État, calculée à partir du nombre de bulletins individuels et de logements recensés. Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder au recrutement de 3 agents recenseurs contractuels pour la période du 10 janvier au 24 février 2018, comprenant leurs 2 demi-journées de formation initiale. Ceux-ci seront rémunérés sur la base du premier échelon de l'échelle C1 du grade d'adjoint administratif territorial au prorata des heures travaillées. Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le recrutement de ces 3 agents recenseurs. Alors, on recrute sur des personnes qui sont sans emploi avec le Pôle emploi. Comme chaque année. Voilà, comme chaque année. Des questions? Oui, juste les quartiers concernés. Alors, chaque année, c'est un quartier. Alors, c'est sur toute la commune. C'est en fonction des IRI, c'est en fonction de la répartition des logements que le tirage se fait. Là, on a reçu la semaine dernière les cartes, vous pouvez les voir à la mairie, au service de Rosemary, Médina, les différents quartiers. Mais c'est très espacé. Il peut y avoir quelqu'un sur la route d'Albi et puis quelqu'un sur le domaine de l'Estan. Enfin, c'est réparti sur toute la commune. Voilà. Et il n'y a qu'une résidence qui est recensée entièrement, qui est la nouvelle résidence du chemin Bessères, au 30. C'est une nouvelle résidence. Donc là, toute la totalité de la résidence sera recensée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les résidences sortent de terre, il y a un recensement qui est fait et toutes les données de l'urbanisme sont données à l'INSEE. Voilà. D'autres questions, Monsieur Saulnier? En ce qui concerne les agents recenseurs, est-ce qu'ils donnaient la préférence à des personnes habitant Saint-Jean et sans emploi? On est d'accord. Oui, désignées par Pôle emploi. Ce sont des personnes qui habitent Saint-Jean et qui sont en recherche d'emploi. C'est bien, j'apprécie. Cette préférence. Très bien, donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 7, donc services techniques, environnement. Affaire numéro 13, réfection de l'éclairage public, chemin Belbèze. Je donne la parole à Gérard Massat. Suite à la demande de la commune de cette
Le micro, Gérard. Gérard. Excusez-moi. Oui, suite à la demande de la commune le 7 février dernier concernant la réfection de l'éclairage public chemin de Belbèze, il sera déposé 18 lanternes existantes avec création et fourniture et pose de 24 ensembles d'éclairage de 7 mètres supportant un équipement de lampes LED de 56 watts. Compte tenu du règlement applicable au SDEC, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit. TVA 31 563, parc SDEC 128 273, part restant à la charge de la commune 40 591, pour un total de 200 427 euros. Voilà, le SDEC demande à la commune de valider l'avant-projet et il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire, voilà, et de couvrir la part restante à la charge de la commune en fonds propres. Des questions? Quelle partie du chemin Belbèze? Alors, la partie du chemin Belbèze concernée, c'est après le collège, dans le village qui est tout de suite après le collège, et jusqu'au rond-point Treille en bas du chemin. C'est-à-dire toute la partie qui a besoin d'être restaurée en voirie également, mais qui sera fait après l'éclairage public, si tout se passe bien. D'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 14, charte relative aux modalités d'implantation des antennes relais sur le territoire de Toulouse Métropole. Je donne la parole à Gilles Destiny. Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez, effectivement, le développement de la radiotéléphonie mobile vise à satisfaire une demande croissante de télécommunications et de services. Il s'accompagne d'un important déploiement d'infrastructures qui sont perçues par certains riverains comme une source de risque pour leur santé. Les collectivités territoriales doivent faire face donc à une double problématique. D'une part, le nombre de demandes d'opérateurs qui augmente du fait de l'explosion des nombres de téléphones portables en service, comme vous le savez, et également la crainte de la population amplifiée au regard des études contradictoires publiées concernant l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé. Alors, un groupe de travail composé d'élus des communes et de Toulouse Métropole et de leurs représentants s'est réuni plusieurs fois pour échanger autour des expériences respectives et à mener donc des réflexions concernant cette problématique relative aux antennes relais. Ce groupe de travail a décidé de proposer un mode opératoire qui permet de répondre à la fois aux demandes des opérateurs visant à assurer un service de qualité à la portée de tous dans le cadre de leurs obligations légales et aux préoccupations également de certains riverains qui s'interrogent tant sur un impact sanitaire des ondes électromagnétiques générées par les stations de base que sur leur intégration dans l'environnement. Alors ce groupe de travail, finalement, il a décidé la mise en œuvre d'une charte. Je vous en dirai deux mots juste après. Donc la mise en œuvre de cette charte permettra aux élus des communes de Toulouse Métropole d'être associés en amont dans les projets pour une vision globale. Cette démarche permettra donc de développer davantage donc la transparence et la concertation entre les élus des communes et les opérateurs. L'objectif final est d'œuvrer pour le développement raisonné des réseaux hertziens sur le territoire métropolitain. Cette charte constitue un message fort à l'attention des administrés, mettant l'accent sur le rôle majeur des mairies et sur l'attention toute particulière qu'ils portent au développement de leur commune en restant à l'écoute des citoyens. Alors, juste avant de poursuivre, donc cette charte a été adoptée, c'est la dernière phrase qui est importante aussi, a été adoptée très récemment, puisque c'est le 3 octobre 2017. Je ne sais pas si vous avez eu tous l'occasion, mais je vous y engage, sinon, de regarder ce document. Bon, c'est une petite douzaine de pages, et il est, à mon sens, très riche. Vous verrez un certain nombre de liens qui sont proposés. Ce sont des liens, il y a une douzaine de liens à peu près, dont le lien de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, j'y arrive, mais également d'autres liens qui donnent, à travers ce document, des conseils, par exemple des conseils d'utilisation des portables pour les jeunes enfants, qui
qui reviennent sur les chiffres, enfin les résultats réels des études de 2009, révisés en 2013 sur justement les risques estimés sur les ondes électromagnétiques. Ça c'est un premier point. Ce qui me semble important là-dedans, il y a également, on évoque un portail qui va être mis en place. Alors ce portail, il a pour but de centraliser, de mutualiser l'ensemble de tous les sites donc, au niveau de la métropole qui ont autorisé donc, des antennes pour avoir cette vision centralisée d'une part, pour être capable ensuite, pour les demandes futures, de statuer au niveau de chacune des mairies. Donc on est capable d'avoir cette vision un peu plus générale, quoi. Également, ils apportent toute l'expertise technique nécessaire pour les communes qui le demandent. Voilà. Je pense que c'est une charte qui est très 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 riche. Vous verrez tous ces liens rebondissent sur des pages, sur des sites gouvernementaux, donc ils sont tous suffixés en gouv.fr, hein, c'est facile à reconnaître. Donc ce sont des études, on dira, sérieuses. Bien sûr, on peut toujours regretter le fait, en tout cas c'est mon regret personnel, que les études ne soient pas faites systématiquement tous les ans. Là, je vous parle d'une première étude 2009, qui a été révisée en 2013. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir une étude qui soit réactualisée chaque année pour se dire, y a-t-il un risque ou pas finalement sur toute l'utilisation de ces ondes électromagnétiques qu'on utilise. On parle des téléphones portables, on n'est pas seulement sur les téléphones portables, on parle de Wi-Fi, on parle aujourd'hui aussi et demain encore plus d'objets connectés, vous en avez sûrement entendu parler. Voilà, je vais arrêter ce long discours qui me passionne, vous l'avez sûrement deviné. Donc afin de contribuer au développement harmonisé et raisonné des réseaux hertziens sur le territoire de la ville de Toulouse, l'adhésion à la charte relative aux modalités d'implantation des antennes relais sur le territoire de Toulouse Métropole est donc proposée. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la charte relative aux modalités d'implantation des antennes relais pour la ville de Toulouse et d'autoriser Madame le maire à signer tous actes et documents aux effets ci-dessus. Merci. Des questions, Monsieur Durandet ? Globalement, nous sommes très satisfaits de cette démarche initiée par Toulouse Métropole. Il est clair que dans le passé, plusieurs implantations d'antennes relais étaient un peu litigieuses. Hein. On a connu, pas si loin que ça, la commune A qui mettait une antenne en limite de territoire communal pour desservir soi-disant sa commune, mais qui arrosait bien la commune B qui n'était pas demandeuse. Donc là, ça permet d'harmoniser les réponses, d'avoir un discours cohérent vis-à-vis des opérateurs, comme vous l'avez signalé, et effectivement d'encadrer autant que faire se peut et rassurer la population, si tant est qu'il reste un risque. Hein. Aujourd'hui, voilà, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur le sujet. Donc globalement, on est très favorable à cette harmonisation et à une réponse commune au niveau intercommunal de la Toulouse Métropole. Parfait, mais nous aussi, on est vraiment très contents aussi. D'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Est-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, point 8, petite enfance, affaire numéro 15, avenant de prolongation des conventions d'objectifs et de moyens pour la gestion des établissements publics d'accueil pour jeunes enfants. Je laisse la parole à Madame Moreto-Céline. Alors, il s'agit de proroger de 12 mois les conventions d'objectifs et de moyens concernant la gestion des crèches, la Pitchounelle et le Pays des Fées, qui arrivent à terme le 31 décembre 2017. Donc, dans l'attente de préparer la contractualisation, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette prorogation de 12 mois des conventions existantes, de valider les projets d'avenant joints à la présente délibération et d'autoriser Madame le maire à signer les conventions et tout document relatif à cette affaire. Question ? Madame Mikhailov. Oui, pourquoi on n'a pas renouvelé directement, puisqu'on savait que l'échéance était au 31 décembre, plutôt que de prolonger ? Alors, on proroge, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est en train de réfléchir par rapport à jusqu'à présent, on était dans une convention de mise à disposition et de moyens. Et donc là, on va voir pour une contractualisation s'il y en a besoin d'une DSP ou pas.
Donc ça, c'est un travail qui va être mené durant l'année 2018. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 16, avenant de prolongation des conventions de mise à disposition des établissements publics d'accueil pour jeunes enfants. Donc, ça découle du sujet précédent, puisque là, cela concerne la mise à disposition des locaux situés 20 avenue de l'Estan pour la Pitchounelle et place François Mitterrand pour la crèche Le Pays des Fées. Donc, il est proposé, comme précédemment, au Conseil municipal d'adopter la prorogation de 12 mois des conventions existantes, de valider les projets d'avenant 6 juin et d'autoriser Madame le maire à signer les conventions et tout document relatif à cette affaire. Des questions? Pas de questions? Non. Alors, on va passer au vote. Des abstentions, des votes contre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point 9, éducation. Affaire numéro 17, tarification des séjours 2018 organisés par l'accueil de loisirs sans hébergement et le club ado. Chaque année, nous faisons les mêmes. Voilà, comme chaque année. Délibération. Nous proposons aux jeunes Saint-Jeanais des séjours. Donc, pour 2018, nous allons proposer différents séjours. Le séjour neige au centre de loisirs du 19 au 22 février 2018. Cela concerne maximum 20 enfants avec toujours le même procédé de 25 enfants inscrits au cas où il y aurait d'éventuelles annulations. Cela concerne les classes du CE2 au CM2. Ils seront accompagnés de 4 animateurs et c'est au domaine de l'Escalus dans l'Ariège. Donc, c'est des activités autour de la neige, c'est-à-dire construction d'igloo, raquettes, luges, jeux de neige, sorties en forêt et découverte de la vie de l'ours et de la faune. Donc, tout un programme. Le séjour ski Club Ado cette année, donc du 18 au 23 février 2018, de la 6e à la 3e, c'est un accompagnement de 3 animateurs et ça a encore lieu comme précédemment à Super Spot en Espagne. Le séjour ferme pédagogique du 23 au 25 avril 2018, de la moyenne section au CP, avec un accompagnement de 4 animateurs à Paulinet. C'est dans le Tarn. Séjour multi-activité ado du 9 au 13 juillet 2018, de la 6e à la 3e, encadré de 3 animateurs à Saint-Énimy en Lozère. Et le séjour multi-activité centre de loisirs du 9 au 13 juillet 2018, du CE1 au CM2, encadré de 4 animateurs, aussi à Saint-Énimy, en Lozère. Donc, je vous laisse prendre connaissance de tous les tarifs suivant les séjours. Je ne vais pas le détailler, puisqu'on a toujours le même tableau, les mêmes QF et le même paiement qui se fait. Les parents sont maintenant bien habitués à ça. Et peut-être vous dire, par contre, puisque par rapport à l'an dernier, nous avons quand même eu quelques dépenses en moins, puisque cette année, nous avons pu mutualiser avec la ville de Montrabé concernant les frais de transport autour du séjour ski. Nous avons aussi, vous voyez, je vous ai parlé des lieux parce qu'on a choisi des séjours plus locaux, avec des activités plus variées, mais moins coûteuses aussi que les sports, notamment le ski, qui est quand même plus onéreux. Donc, on a conservé des séjours qui concernent toutes les tranches d'âge, pour pouvoir justement faire bénéficier au maximum de personnes. Et voilà, donc nous avons fait quand même certaines économies. Donc, pour à peu près, ça fait, alors exactement, je l'ai noté, à peu près 10 000 euros d'économie cette année en faisant toutes ces actions autour des séjours. Donc, il est proposé au Conseil municipal de voter sur cette tarification et la mise en œuvre voilà, de ces séjours. Y a-t-il des questions? Monsieur Durandet. Non. Ah bon. Nous vous soutenons, Madame Moreto. Merci, c'est gentil. Sur la proposition d'instaurer des séjours pour nos jeunes, nous vous soutenons. On ne peut pas aller contre, et c'est normal, on fera la même chose. Nous vous soutenons également dans la démarche d'économie et de mutualisation des transports.
ces côtés, c'est vraiment très intéressant, notamment pour les finances, M. Espic ne démentira pas, mais même pour l'esprit de la commune. Et nous vous soutenons également pour cette démarche. Par contre, comme les années précédentes, il n'y a pas beaucoup d'évolution en bien sur la tarification. Ça, nous sommes obligés de le constater. Vous parlez du QF, je suppose. Par exemple, aujourd'hui, il y a une multiplicité, je crois qu'on est recordwoman de France de grilles tarifaires avec ce nombre de QF. Voilà une originalité qu'on défend et dont on est fier. Eh ben, je ne sais pas, je vous laisse libre arbitre sur cette réponse. Hein. Donc, en tout cas, au niveau des parents, je vous réponds comme chaque année, on n'a pas de retour négatif. Voilà. Enfin, donc nous vous soutenons sur la démarche, pas sur la tarification, donc ça sera abstention pour le groupe. Très bien. Pour vous dire peut-être juste pour les impacts au niveau du séjour, puisqu'il y a eu 96 enfants qui ont bénéficié de ces séjours en 2017. Donc voilà, on vous le dit, ça permet aussi de voir, et on a toujours autant de mixité, de participation de familles différents profils, donc on poursuit cette proposition de séjour pour pouvoir envoyer les enfants aussi voir d'autres jolis endroits. Monsieur Bap. Oui, moi je voulais m'assurer que cette année par rapport à l'an dernier, étant donné les programmes d'économie, notamment sur les domaines sociaux qui sont en cours, si les aides de la CAF pour les petits revenus, pour les petits quotients familiales, seront toujours effectifs et toujours de la même hauteur. Parce qu'il est bien clair que les séjours pour les petits QF sont disproportionnés par rapport aux revenus des parents. Donc je pense qu'il serait important de contrôler si la CAF aidera toujours dans les meilleures circonstances et puis jusqu'à quel niveau cette aide sera faite. Alors, je pense que c'est sans doute pas à l'heure actuelle connu puisque c'est pour 2018, mais je pense qu'il faut être attentif à ça dans la mesure où on sait qu'un certain nombre de décisions qui se passent au niveau du gouvernement et du Parlement ne vont pas dans le sens de la justice sociale. Actuellement, en tous les cas, vous l'avez en fin de délibération, on est resté sur les mêmes montants, en attendant peut-être une actualité différente. Et on a toujours été aussi, on regarde par rapport aux plus petits QF pour qu'ils puissent aussi, que ce soit facilitant pour eux et qu'ils puissent bénéficier de ces aides de la CAF. Donc voilà, vous avez les différents montants des aides à la fin de la délibération. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Alors, des abstentions. Donc, Monsieur Durandet, Philippe, Madame Mikhailov, Marianne, Madame Flores, Catherine, Madame Leflat, Christine, Monsieur Frédéric Sol, Monsieur Saulnier, Pierre, Monsieur Chrisman, Franck. Bon, Isabelle. Attends 2 minutes. 7 abstentions. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 7 abstentions. Je vous remercie. Culture. Affaire numéro 18. Et je laisse la parole à Madame Grijalvo-Magui. T'as pas de Magui? Oui, voilà. Demande de licence d'entrepreneur de spectacle pour une personne physique désignée par l'autorité. Conformément à la loi numéro 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance numéro 45-2339 du 13 octobre 1945 relative au spectacle. Pour les salles de spectacle exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence d'entrepreneur de spectacle est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. Il est ainsi proposé au conseil municipal la désignation de Madame Marie-Christine Picard, adjointe au maire en charge de la culture de la ville de Saint-Jean, en tant que titulaire de cette licence, et ce, pour une durée de 3 ans, à compter du 28 février 2018 jusqu'au 27 février 2021.
De plus, il est proposé la reconduction des licences de première catégorie exploitant de lieux de spectacle aménagés pour des représentations publiques. Deuxième catégorie, producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournée ayant la responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeurs à l'égard du plateau artistique. Et troisième catégorie, diffuseurs de spectacles. Merci Maggie. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des questions, pardon? Oui, Monsieur Durandé. une question importante pour Madame Picard quand même, parce que là, pour ça, vous vous engagez pour 3 ans, avec une date d'échéance en 2021. Alors, 2 hypothèses. Soit vous savez déjà que les élections communales seront repoussées en 2021, soit vous vous ralliez à la future majorité. Rassurez-nous. C'est surprenant. C'est 3 ans. C'est 3 ans minimum. C'est 3 ans. Nous vous accueillerons. Voilà, vous avez l'explication. Donc, nous allons passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le dernier point, vie associative, affaire numéro 19. Liste des conventions de partenariat sans engagement financier signées entre la ville et un partenaire au cours de l'année 2017. Donc, je laisse la parole à Madame Haro Chantal. Merci. Par délibération du 12 décembre 2016, Madame le maire a été autorisée à signer toute convention dans le cadre d'un partenariat sans engagement financier, quel que soit le type de partenariat. Il a été également acté que chaque année, lors du dernier conseil municipal, soit présentée la liste des partenariats ainsi passés avec la ville. Et comme je suppose que tout le monde a eu le temps de lire très précisément cette liste, je vous épargnerai de la relire moi-même maintenant. La lecture. Merci Chantal. Donc, pas de questions? Non, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes? Ah non, il n'y a pas de vote. Bon, mais il n'y a pas de vote. Donc, je n'ai pas eu non plus de questions diverses. Donc, il est 19h. Bon, ben, le conseil municipal se termine. Donc, ben, je vous attends pour le 18 décembre. Ça sera le dernier conseil de l'année. Et on fera un petit pot à la fin de ce conseil. Merci et bonne soirée.